Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un voyage absolument incroyable. On va partir d'une vue d'ensemble, très macroscopique, pour zoomer petit à petit jusqu'au cœur des détails quotidiens de l'Afrique subsaharienne. Le but, comprendre l'essence même des civilisations négro-africaines. On va décortiquer ensemble les structures sociales, économiques et spirituelles qui ont façonné et qui continuent de façonner un continent tout entier. C'est passionnant, vous allez voir. Mais juste avant de démarrer, il est essentiel de souligner que cette présentation est rendue possible grâce à l'ingéniosité et à la documentation de M. Guisset, professeur au lycée Dijin-Boelbo et technopédagogue. C'est grâce à son travail rigoureux que nous pouvons structurer notre analyse aujourd'hui. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. On va commencer par définir ce fameux mot civilisation. Ensuite, on posera le décor géographique et historique. On regardera de près comment les gens s'organisaient au quotidien, socialement, économiquement, politiquement. On parlera ensuite de leur religion traditionnelle et on finira par dézoomer pour voir comment les grandes influences extérieures ont fait évoluer tout ça. Première étape, qu'est-ce qu'on entend vraiment par civilisation? Eh bien, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Au XIIIe siècle, la définition était franchement biaisée. On l'utilisait pour opposer les citadins, considérés comme civilisés, aux ruraux qu'on traitait de barbares. C'était un jugement de valeur très sévère. En gros, on rabaissait l'autre pour se sentir supérieur. Mais heureusement, les choses ont changé. La définition moderne, celle qu'on va utiliser, est totalement neutre. Elle englobe simplement l'ensemble des traits politiques, sociaux, économiques et culturels partagés par une société sur un territoire défini à une époque donnée. Point barre. Pas de jugement, juste l'organisation d'un peuple. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le cadre géographique et historique. Imaginez un peu l'immensité de ce continent. On parle d'un territoire qui s'étend du sud du Sahara jusqu'à la pointe extrême sud de l'Afrique. C'est un monde de contrastes géographiques absolus. D'un côté, on a des zones tropicales balayées par l'harmattan, ce vent super sec et chaud. De l'autre, on tombe sur le centre équatorial, où ce sont des forêts luxuriantes avec une humidité quasi constante. Rajoutez à ça des régions arides à l'est, un climat carrément méditerranéen au sud, et d'immenses fleuves comme le Nil, le Congo ou le Sénégal pour irriguer le tout. C'est exactement cette diversité incroyable qui a permis l'éclosion de populations très variées, comme les groupes mélano-africains, paléo-africains ou encore malgaches. Et niveau timing, accrochez-vous car l'échelle donne le vertige. On part littéralement du berceau de l'humanité à la préhistoire, puis on traverse l'Antiquité avec des civilisations brillantes comme l'Égypte et la Nubie. Au Moyen-Âge, c'est l'âge d'or des immenses empires du Ghana, du Mali ou de Songhai. Ensuite, le continent subit un choc massif et dévastateur, la traite négrière du XVIe au XIXe siècle, suivie de très près par la colonisation européenne qui n'épargnera que l'Éthiopie. Tout ça culmine enfin avec les vagues d'indépendance des années 60 à 80. C'est une histoire dense, complexe et d'une ampleur monumentale. Passons maintenant à la troisième partie, l'organisation sociale, économique et politique. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est la mécanique même du quotidien. Dans ces civilisations, c'est la communauté qui prime sur l'individu. Tout tourne autour de la famille, au sens très large du terme. La hiérarchie y est très claire et se base essentiellement sur deux choses, l'âge et le sexe. Concrètement, l'homme le plus âgé, le doyen, est le chef de famille. C'est lui qui gère le patrimoine et les biens. Ce respect de l'âge permettait de structurer une société d'une grande stabilité, même si elle était souvent divisée en classes très distinctes avec des nobles, des gens de caste et des esclaves. Et cette base familiale, elle s'est traduite par trois grands systèmes politiques. D'abord, le plus ancien, les fameuses sociétés sans État, où ce sont les familles elles-mêmes qui rendent la justice, comme chez les Dogons. Ensuite, on monte d'un cran avec les chefferies. Là, plusieurs groupes se réunissent sous un chef, mais attention, son pouvoir est souvent équilibré par un conseil des anciens, comme chez les Bamilékés. Et enfin, on a les États centralisés. C'est le niveau maximum d'administration, un seul grand dirigeant avec toute une hiérarchie de fonctionnaires pour gérer de vastes territoires. Pensez aux grands empires du Mali ou du Ghana. D'accord, mais comment ces sociétés survivaient-elles financièrement ? L'économie reposait beaucoup sur l'agriculture de subsistance, avec des techniques super ingénieuses comme la jachère et le brûlis pour préserver les sols. On avait aussi un fort pastoralisme chez des peuples comme les Peuls ou les Massaïs, pour qui posséder du bétail, c'était le signe ultime de richesse. Et on ne peut pas parler d'économie sans évoquer les incroyables routes du commerce caravanier qui reliaient les forêts aux savanes. D'ailleurs, ils ne faisaient pas que du troc, ils utilisaient de vraies monnaies, comme des pièces de métal ou les fameux kaouris, ces petits coquillages qui servaient de devises sur des milliers de kilomètres. Nous voilà à la quatrième partie, les religions traditionnelles africaines. S'il y a un point fondamental à retenir sur le plan spirituel, c'est la conception du divin. Ces religions croient généralement en un être suprême, un créateur unique.
Mais, et c'est là toute la nuance, ce créateur est considéré comme distant. Une fois le monde créé, il s'est en quelque sorte retiré des affaires courantes. Résultat, on ne le prie presque jamais directement. Pas de grands cultes ou de temples immenses dédiés au créateur. Puisque le créateur est lointain, comment on fait au quotidien? Eh bien, on s'adresse à des intermédiaires, les esprits. Et il y en a de deux sortes. Les esprits non humains, d'abord. Eux, ils sont liés aux grandes forces brutes de la nature, l'océan, la foudre. Ils sont un peu imprévisibles et communiquent souvent via des états de transe. De l'autre côté, on a les esprits humains, et c'est hyper important. Ce sont les ancêtres. Une fois décédés et après des rites très stricts, ils veillent sur leur famille. C'est une relation donnant-donnant. Les vivants font des offrandes et en retour, les ancêtres protègent le lignage. Du coup, la pratique religieuse est extrêmement intime. Sauf exception, il n'y a pas de prêtre professionnel ou de clergé détaché du reste du monde. En fait, l'autel est souvent au cœur même de la maison. Et qui dirige les cérémonies? Le patriarche, le chef de famille. C'est lui qui fait le pont entre le monde physique et le monde spirituel. En pratiquant ces rituels, il s'assure que la force vitale des ancêtres continue de circuler et de nourrir la communauté vivante. C'est un lien ininterrompu. 5e et dernière partie, prenons un peu de recul, les influences extérieures et l'évolution. L'Afrique subsaharienne n'a jamais été isolée. De grandes forces ont traversé le continent, à commencer par l'islam. Sa diffusion s'est faite en 3 grandes étapes. D'abord, une expansion très lente et pacifique grâce au réseau des marchands caravaniers. Ensuite, au XIXe siècle, le ton change. C'est une phase de conquête militaire menée par des peuples comme les Peuls ou les Tout-Couleurs. Et enfin, retour au calme au XXe siècle avec l'essor fantastique de grandes confréries pacifiques dirigées par des marabouts. Le mouridisme au Sénégal en est le parfait exemple. L'arrivée de l'islam a un impact tangible et immédiat. C'est pas juste spirituel, c'est un vrai changement de société. L'agriculture s'enrichit avec la culture du coton, l'artisanat se développe avec le tissage, l'élevage des moutons explose. Sur le plan humain, la pratique de la zakat, l'aumône obligatoire, vient renforcer la solidarité communautaire et bouscule même parfois les anciens systèmes de caste. Sans oublier l'aspect politique, avec l'émergence d'États théocratiques entiers dirigés par des leaders qu'on appelle al-Mami. Bien sûr, en parallèle, 2 autres tsunamis historiques vont transformer le continent, le christianisme et la colonisation européenne. Si le christianisme était présent depuis longtemps en Éthiopie, c'est avec l'ère coloniale et l'arrivée des missionnaires qu'il s'ancre massivement ailleurs. Et la colonisation a totalement chamboulé l'ordre établi. On parle de l'imposition de nouvelles monnaies, de l'obligation de produire des cultures de rente pour l'exportation au détriment de l'agriculture locale et de bouleversements démographiques sans précédent. Bref, une reconfiguration totale de l'économie et de la société. Tout ceci nous amène à aujourd'hui. On assiste actuellement à un véritable réveil, une fierté retrouvée pour ces héritages incroyablement riches. Mais le défi pour demain est gigantesque. Face à l'assaut d'une mondialisation ultra rapide et d'une culture de masse uniformisée par les médias modernes, la grande question c'est comment ces civilisations négro-africaines vont-elles réussir à sauvegarder et même à réinventer leur identité culturelle et leurs valeurs uniques? C'est une réflexion absolument fascinante. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci infiniment de m'avoir suivi tout au long de cette exploration et je vous dis à très bientôt pour décrypter de nouveaux sujets.